Peter Weibel, au musée ZKM, qu'on a présenté au début d'enregistrement, vous avez fait une grande manifestation qui va durer pendant 1 an, qui porte le nom de Global Digital. Notre sujet aujourd'hui, c'était l'influence de la révolution numérique qui interfère dans tous les domaines de la production, de la subjectivité humaine, dans tous les domaines de l'activité humaine. Et avec vous, il serait très utile d'amorcer la question de changement, pour dire ainsi, mental, dû à la création artistique de la période contemporaine, donc disons depuis, pour mettre un milestone, un marquage, depuis Duchamp. Et je voulais éventuellement que vous nous parliez de ça et d'autres sujets qui sont liés à ce thème. Oui, je pense que la révolution digitale a fait évident le fait que nous vivons depuis 100 ans, pas seulement dans une biosphère, comme notre ami Sloterdijk a fait dans une trilogie sur les sphères. Hein. Il a écrit seulement sur les biosphères, hein, comme l'atmosphère. Et je pense que nous vivons au même niveau égal dans une infosphère, dans une sphère d'information. Hein. Ça veut dire qu'il y a une... nous sommes entourés, hein, hein. Nous vivons dans un environ des ondes électromagnétiques, hein, depuis un siècle. Hein. Et nous avons développé de nouvelles techniques utiles, comme les smartphones, comme les radios, comme la télévision, que nous pouvons procéder avec les informations. Ça veut dire l'information est devenue un des meilleurs sujets, hein, de notre siècle. Quand je me demande quels sont les meilleurs concepts du 8e siècle, la réponse est peut-être l'évolution. Hein. Quand on demande qu'est-ce que le concept central du 19e était l'évolution. Dans le 20e siècle, c'était peut-être la croissance, le développement. Aujourd'hui, notre concept central est l'information. Et ça veut dire, par exemple, c'est la fameuse National Security Administration, NSA, National Security Administration, qui a découvert la première institution que nous sommes entourés, hein, par des informations. Et à cause de ça, ils sont capables d'écouter à chaque SMS, etc. Hein. Mais nous n'avons pas de règlement pour le monde digital. Je vous donne un exemple. Hein. Dans le monde analogue, pour le monde analogue, il existe les 10 commandements de la Bible. Et le 10e commandement dit « Tu ne convoiteras pas ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. » Ça veut dire, aujourd'hui, il faut dire « Il ne doit pas convoitera les dates de ton prochain. » Et vous voyez maintenant, ce commandement n'existe pas. Hein? Nos dates privées sont libres pour tout accès. Hein? Ça veut dire... Les datas de ton prochain. Exactement. Hein? Il n'est pas le droit, hein, d'écouter les dates du prochain. C'est justement, on a besoin d'un nouveau commandement, pour le monde digital, qui n'existe pas. Hein. Ça veut dire, parce que, hein, l'évolution, hein, à nous donner, par exemple, les poumons. Hein. Les poumons, ils sont la réponse de l'évolution pour l'atmosphère. Hein. Mais la nature nous pas donné des organes ou des outils pour nous à travailler dans l'infosphère. Hein. Ça veut dire l'infosphère est nouveau, hein, un nouveau environ. Hein. Il faut développer de nouveaux commandements et de nouveaux organes. Hein, et des organes, des outils techniques. Hein. Et notre recherche à ZKM, dans cette globale digitale, c'est exactement ça, de montrer ensemble avec des artistes et scientifiques de nouvelles idées
comment on peut se préparer pour ce nouveau décade de l'infosphère. Mais la question que je voudrais te poser, Peter, c'est est-ce que c'est à l'art, parce qu'après tout, le ZKM est un espace d'art, vous dirigez un espace d'art, est-ce que c'est à l'art de chercher une réglementation de ce que vous appelez l'information, de la circulation de l'information ou des datas? Est-ce que c'est à l'art de le faire ou est-ce que l'art, après tout, et je crois que c'est vrai pour le ZKM, est-ce que l'art ne profite pas aujourd'hui de ce vide de ce vide en termes de réglementation autour du data? Je pense nous entrons dans une étape que j'appelle Renaissance 2. Parce que s'il y a un peintre d'une part, un médecin d'une autre part, le peintre et le médecin n'ont pas des outils communs. Hein. Mais l'artiste des médias et les scientistes, ils usent des outils communs, comme les médias, comme les computers, comme l'ordinateur, etc. Ça veut dire, au moment que les artistes et les scientistes, les savants, ont des outils communs, on se trouve déjà dans cette étape de la Renaissance. Et exactement dans le ZKM, qui est une institution pour l'art et pour les médias. C'est une place très optimale pour cette nouvelle recherche dans un sens Renaissance renouvelée. Dans un deuxième point, nous sommes dans un état pour une deuxième Renaissance. Exactement. Peter Weibel, une question un peu... alors, comme ça, c'est vrai, de trouver la réglementation nouvelle, inédite pour travailler au sein de cette infosphère, pour œuvrer pour vivre au sein de cette infosphère. Donc, tu viens de dire qu'il nous faut inventer un nouveau discours, une nouvelle logique, un nouveau commandement, de nouvelles normes, de nouvelles règles. La question que j'aimerais te poser, Peter, c'est ne penses-tu pas, ou alors comment éviteras-tu, au ZKM, dans cette recherche, comment éviteras-tu de ne pas détruire toute la nouveauté inédite que représente l'infosphère, l'Internet, qui vit sa nouveauté en n'ayant aucune règle, en n'ayant plus du tout de rapport aux règles. L'Internet est un lieu incroyable parce qu'il est hors règle, hors loi. Alors, la question que je voulais te poser par rapport à cette exigence que tu adresses de trouver, avec des scientifiques et des artistes, de trouver un nouveau commandement, une nouvelle loi, une nouvelle ordination, ne risques-tu pas de détruire tout ce qui a fait la nouveauté de l'Internet et tout ce qui a produit cette infosphère? Et de l'art qui a à faire avec ce média, enfin, l'art qui a ce qu'on appelle le media art. Exactement, c'est le problème. Dans le 19e siècle, s'est passée une séparation fondamentale qui n'est pas comprise jusqu'à aujourd'hui. La séparation est comme ça. Avant l'automobile, avant l'Internet, le message et le messager étaient un. Il avait besoin d'un corps pour communiquer un message. Ça veut dire que c'était un soldat, c'était l'automobile, c'était le train, l'avion. On a toujours un moyen physique pour transposer, pour communiquer un message. Mais après, avec les ondes électromagnétiques, il s'est passé une séparation de message et messager. Ça veut dire le message, c'est flotter librement. Ce que voudrait appeler de signifiant flottant, c'est exactement ce qui s'est passé dans le 19e siècle. Soudain, les messages sont libres. Il n'y a pas de copyright, il n'y a pas d'auteur, avec toutes les conséquences. Ça veut dire, ce que nous avons besoin, exactement, Joseph, d'un nouveau règlement. Il faut repenser qu'est-ce que c'est l'auteur,
repenser qu'est-ce que l'origine, qu'est-ce que l'original, qu'est-ce que le copyright, etc. Dans la musique, par exemple, non? Il y a deux méthodes très intéressantes. Quand vous avez acheté un disque, c'est un biais analogue. Ça veut dire que vous pouvez jouer ce disque toujours, tout le temps. Hein. Mais le radio n'a pas eu la permission de jouer le disque tous les gens. La radio a payé pour le temps de l'usage. Hein. Quand une mélodie était jouée dans la radio publique, on a payé pour le temps de l'usage. Et maintenant, aujourd'hui, chaque individu a la même raison, il faut payer pour l'usage du temps. Ça veut dire, à cause on a perdu l'objet, le propriétaire de l'objet, soudain on ne sait pas qu'est-ce que les propriétaires, et à cause de ça, on dit, voilà, le temps de l'usage, il faut payer. Naturellement, un minimum. Et à cause de ça, toute l'industrie de musique est dans une crise. Ça veut dire la prochaine crise va être le cinéma. Hein, au moment, hein, aujourd'hui, on peut l'usage du temps dans le cinéma 2 heures. Hein, mais dans le triomphe de l'Internet, chacun peut être à la maison. Hein, il faut payer, pas pour les films, pas pour l'objet. Hein, seulement pour l'usage du temps. Hein. Naturellement, on ne paie pas beaucoup de choses. À cause de ça, ça va devenir très difficile hein, de faire des films hein, qui coûtent des millions. Ça veut dire, à la fin, hein, on a pas il manque, à mon avis, il manque une éthique de conséquence. Parce que quand je suis le messager et le message par la même personne, je suis responsable. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a nulle personne qui est responsable pour les finances, nulle personne qui est responsable pour les crimes contre la nature. Hein. Et à cause de ça, nous avons fait ensemble ce tribunal contre les crimes du XXe siècle, les crimes contre la nature, les crimes contre l'humanité, les crimes contre l'animal, à cause, il faut chercher une nouvelle éthique de conséquences. Ça veut dire, quand j'ai fait quelque chose, il faut que je sois responsable pour les conséquences. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans l'infosphère. Nouvelle éthique, donc nouvelle éthique des conséquences. Nouvelle éthique des conséquences. Enfin, la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, nouvelle éthique des conséquences, mais quelle sera, où irons-nous trouver la norme pour cette éthique des conséquences, sans reproduire, sans réintroduire la fonctionnalité du droit qui aussi, il faut le reconnaître, qui aussi met en responsabilité un acteur pour ses conséquences, pas pour son intention. Je veux dire, quand tu dis éthique des conséquences, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais j'ai du mal à voir comment est-ce que cette éthique des conséquences va nous sortir et nous libérer de formes juridiques d'antan. Comment, à partir d'une éthique des conséquences, on va pouvoir élaborer des formes inédites de normes. Parce que le droit a toujours visé à punir, à châtier un criminel, un coupable par rapport aux conséquences de son action. Je pense que le droit, comme nous le connaissons aujourd'hui, n'est pas capable pour des conséquences. Je vous donne un exemple. Non? Quand nous achetons un papier, nous savons en même temps que le papier est la conséquence de la destruction des forêts. Ça veut dire, au moment où j'achète un papier, je suis responsable moi-même pour la destruction des Amazonas. Ça veut dire, il faut une loi que je paye quelque chose pour le crime hein, de détruire les Amazonas. C'est l'exemple très simple, non? Mais il faut clair, aujourd'hui, nous sommes seulement, les lois est seulement sur les parts, hein, ce n'est pas sur les parts des victimes. Non? Ça veut dire on n'a pas développé une loi hein, qui s'occupe des conséquences hein, que ma propre action a pour les autres. Hein. Ça veut dire... Hein, je demande une éthique qui dise il faut agir dans cette direction
que la liberté des autres est plus grande. Aujourd'hui, c'est justement le contraire. Non? On fait des règlements pour les degrés de liberté, pour les faire petits. Hein? Et je veux l'opposition, il faut agir dans une manière que la liberté de l'autre se grandit. Peter, tout au long de la journée, on a parlé des crises. Et lié aux crises, une attitude pessimiste vers l'avenir ou optimiste vers l'avenir. Pour revenir dans le domaine de la création artistique, parce que c'est le sujet là éminemment, est-ce que tu peux juste prendre une position, parce qu'aujourd'hui il y a deux grandes familles par rapport à l'art contemporain de ce qui se passe, une qui est critique, l'autre qui la défend. Est-ce que tu peux t'exprimer là-dessus, à savoir t'exprimer sur la crise ou pas la crise de l'art contemporain, de l'expression artistique aujourd'hui? Oui. Il y a cette plaque, je crois à la fin du monde, mais je ne crois pas à la fin du capitalisme. Hein. Mais je dis, je suis un optimiste, je crois dans une ressource infinie. Je crois à l'infinité de la création. Hein. Je pense que l'homme, la seule source pour l'optimisme est l'éternelle création. La création est une source infinie, hein, non finie, hein, infinie pour soulever des problèmes. Hein. Ça, c'est la raison pour mon optimisme que la création, soit-il artistique, la création scientifique, on est capable hein, de trouver des solutions. Il y a maintenant des obstacles terribles. Un des obstacles, à mon avis, un des obstacles est la politique, hein, la bêtise, hein, la politique. Un autre obstacle, c'est l'économie, etc. Hein. Mais à cause de ça, je vois vraiment une guerre avant nous, les classes créatives contre les classes non créatives. Hein. Et les classes non créatives, à mon avis, sont l'économie et la politique. Hein. Et au moment, les classes créatives sont soumises. Hein, mais la crise commence à devenir plus et plus dangereuse et il va exister une turning point. Hein, une turning point que les classes créatives gagnent contre les classes non créatives. Tout ça, ça nous ramène dans un champ global qui est le mental humain ou de ce qu'on peut lier de ce qu'on peut appeler l'écologie mentale. Et la journée d'aujourd'hui, ce n'est qu'un début. On va continuer là-dessus. Je te remercie là, pour ton intervention. Et on continue avec nos inquiétudes pessimistes et avec nos espoirs optimistes. Merci. Il faut répéter la question. Pas de questions. Ah oui. Merci, Peter. Ah voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Jusqu'à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.